Aslema. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous tous. Merci d'être là pour penser à la réforme de l'éducation. En fait, c'est un sujet qui nous passionne tous, je pense, mais très peu a été fait jusque-là. Je vais commencer par des chiffres. 4,51% du PIB du pays part pour l'éducation. Ceci correspond à peu près à 12,93% du budget de l'État. C'est vraiment beaucoup d'argent. Mais quand on voit ce qu'on en fait, il s'avère que ça part pour l'infrastructure, ça part pour les salaires des enseignants, qui restent médiocres si on les compare à d'autres salaires partout dans le monde. Ça reste aussi... Très peu a été utilisé pour l'amélioration des méthodes de l'enseignement, à l'amélioration des méthodes d'apprentissage et encore moins pour favoriser l'épanouissement des enfants. Quand on voit les résultats du baccalauréat l'année dernière, on trouve qu'on a 53,3%, je pense, de réussite. On est content, c'est un bon pourcentage, mais on se rend compte très très vite que la majorité de ces bacheliers-là n'auront jamais la possibilité de faire ce qu'ils aiment. Ils n'auront jamais la possibilité de devenir la chose et le rêve qu'ils ont toujours porté. C'est un peu problématique, n'est-ce pas? Et puis, par la suite, on voit très rapidement qu'on a un taux de chômage qui est assez élevé, qui s'élève à 12,7% à peu près. Et quand on sait que 34,4% de ces élèves-là, ou bien de ces chômeurs, détiennent des diplômes de l'enseignement supérieur, on se pose vraiment la question. Est-ce que l'éducation a été réellement faite pour qu'on puisse accéder à un travail? Est-ce que ça nous permet vraiment de réaliser le rêve dont on a toujours rêvé? Pas sûr. Un vrai problème d'employabilité qui est retracé et confirmé par les résultats du Programme of International Student Assessment, qui est le classement PISA, dans lequel la Tunisie a participé. Et puis, on voit que la Tunisie est parmi les 4 derniers pays, des pays de l'OCDE. Ils sont 65 à avoir participé à ce test-là. Pire encore, là, vous pouvez voir que des boules rouges. On est encore là? Il n'y avait pas un moniteur qui devait me permettre de suivre ce qui se passe? Pas de problème. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a que des boules rouges là pour la performance de la Tunisie dans le classement PISA. Et puis, ça, ce n'est pas rassurant du tout parce que ni en mathématiques, ni en sciences, ni en lecture, les Tunisiens s'en sortent. Et puis, donc, si on essaye de récapituler un peu, on souffre pendant des années. Les enfants sont pratiquement maltraités à l'école avec des quantités inhumaines à absorber. On passe des examens nationaux, on accède au lycée pilote, et finalement, on est aussi médiocre quand on se compare au reste du monde. C'est encore pire quand on voit là, devant vous, les autres, la moyenne qui est bien au milieu, et on voit la Tunisie en bleu. Moi, je la compare souvent à la Finlande parce que c'est un système éducatif qui m'inspire beaucoup, et c'est surtout un système qui m'inspire parce que l'enfant est important. C'est ça leur slogan. Pour eux, un apprenant, c'est la personne la plus importante à qui on devrait donner toutes les possibilités pour s'épanouir et pour apprendre. Là, vous voyez, pour les 3 disciplines qui ont été évaluées au PISA, la Tunisie est vraiment à la traîne. Et c'est douloureux, parce qu'on voit ici dans la courbe à gauche qu'il y a un peu d'amélioration au fil des années au PISA, mais on est vraiment très, très loin du compte. Comment pourrait être cette nouvelle école, comme moi je la pense, comme moi je la rêve? En fait, j'ai été maîtresse des écoles et j'ai enseigné, et j'adorais les enfants. J'ai compris en fait que les enfants ont besoin surtout de beaucoup d'amour et de beaucoup de générosité de donner. Les enfants, ils sont là, ils sont réceptifs, ils ont beaucoup de capacités, ils ont juste besoin d'essayer, d'expérimenter. Et là, on va au cœur de cette nouvelle école qui est l'apprentissage par l'expérimentation. Les enfants sont différents. On est né avec une grande aptitude à apprendre. On apprend à parler, à manger, à bouger. On apprend pas mal de choses. Et puis, on se rend compte que dès qu'on essaye d'instaurer des règles, dès qu'on commence à institutionnaliser l'apprentissage, dès qu'on a besoin d'avoir une école, et tous les maîtres qui disent « plus c'est sévère », plus on est rigide, plus ils auront peur et plus ils apprendront. Finalement, ça se traduit par un enfant par plus ils sont rigides, plus je m'en fous, plus je perds mon intérêt et plus je ne réussis pas. Et c'est ça la vraie problématique de l'enseignement aujourd'hui. C'est pour ça que si on pense un peu à diriger les programmes, les manuels, la réflexion vers plutôt une approche qui est learner-centered, qui s'inspire des enfants, qui se dit, tiens, quels seraient leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Et quand je dis des enfants, je sais que vous êtes tous adultes et vous avez été un jour élève et vous comprenez de quoi je parle. Une approche learner-centered parce que tout simplement, on a des aptitudes différentes et on a des manières d'apprendre qui sont complètement différentes. Il y en a ceux qui sont kinesthésiques, qui adorent bouger,
Qui d'entre vous n'a pas été, on va dire, la maîtresse a demandé qu'il faut se tenir au carreau, qu'il ne faut surtout pas bouger, et tout le monde devait croiser les bras. L'expression croiser les bras est quelque chose de très connu par tous les enfants, parce qu'on ne donne pas la possibilité à ces enfants-là kinesthésiques qui adorent bouger, comme ma fille, elle ne peut pas tenir en place, et qui pourtant pourraient apprendre mieux en bougeant. Il y en a d'autres qui sont plus visuels, qui adorent voir et puis revoir encore une fois. Et là, je vais vous parler du mind mapping tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt auditifs, qui ont besoin qu'on leur répète, et il y en a d'autres qui sont plus tactiles, qui aiment toucher, qui aiment avoir leur propre expérience de l'apprentissage. Et ceci a été prouvé, plus on a cette expérience de l'apprentissage, plus ça se traduit par quelque chose de plus pertinent et surtout de plus durable. Là, on va vers cet apprentissage inductif. Depuis toujours, il y avait des programmes, il y avait l'inspecteur, il y avait le ministère, il y avait les institutions, et l'élève était le dernier souci de tout le monde. L'élève était là, cette entité, je ne vais pas appeler ça l'être humain, cette entité qui devait subir tout ce que les autres ont décidé pour lui. Et puis on se rend compte que si l'enfant arrive à plutôt faire tirer ses propres conclusions, à plutôt penser ce qu'il aimerait retenir de cette leçon, ce qu'il aimerait garder pour plus tard, ce serait beaucoup plus efficace. Et là, je vais parler du mind mapping parce qu'en Finlande, finalement, ils ont laissé tomber l'idée d'avoir tous ces cours magistraux, linéaires. Il n'y a rien de linéaire dans notre corps, dans notre esprit. Pourquoi doit-on apprendre d'une manière linéaire ? Ça, on ne l'a pas compris. Eux, dans les pays scandinaves, ils ont compris que le mind mapping pourrait être une bonne solution. Si l'enfant pouvait dessiner avec ses propres manières, les idées, ça va déjà engager un grand travail de réflexion qui commence déjà en classe. Moi, je demande souvent aux enfants, est-ce que vous avez compris ? Et très peu de mes étudiants osent dire, non, on n'a pas compris. On n'a pas cette habitude-là. On a été éduqués à juste subir. Et on est dans le monologue du professeur qui parle et qui reparle. Et on subit toutes les inhibitions possibles de « il ne faut pas bouger ». Il ne faut pas interrompre, il ne faut pas se retourner, il ne faut pas faire ci. Et on a donc constitué toute cette bulle de négativité autour de notre apprentissage qui a fait que plus tard, adulte, on est plein d'inhibitions. On n'a pas vraiment envie de développer toutes ces compétences dont on a et toute cette créativité qui pourrait faire de nous des gens très différents de ces stéréotypes que l'école voudrait fabriquer. Là, au lieu de dire qu'à la fin de l'année, en fait, votre fils a beaucoup de difficultés, ah non, il est désespéré, il n'y a aucun moyen, c'est un raté, c'est un loser. Si on pouvait essayer d'assurer une certaine continuité de l'apprentissage à travers un feedback continu avec les enfants, bien sûr avec la manière qu'ils désiraient avoir. Ça pourrait être un jeu de rôle, ça pourrait être une expérience qu'ils font. Vous savez, un cours d'anglais serait beaucoup plus intéressant si on avait un native speaker qui est là, avec qui on pourrait parler. Un cours de mathématiques serait encore plus intéressant si on avait un petit magasin au fond de la classe où on peut aller acheter, vendre et avoir cette expérience de ce que sont les mathématiques. Et ce n'est pas, il faut soustraire et multiplier de la manière la plus abstraite possible. Peut-être avoir un cours d'histoire beaucoup plus passionnant. Si on a une petite troupe amateur qui vient pour jouer un petit épisode de la Première Guerre mondiale, ou même de la Révolution tunisienne. Bientôt, on va inclure ça dans l'histoire. Tout ceci donnerait plus à l'enfant cette expérience et lui donnerait plus la possibilité de réaliser s'il a des lacunes et s'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Le recyclage des informations pourrait aussi être conduit à travers les différentes activités hyper créatives et qui pourraient convenir à besoin de tout chacun. Mais il y a un point important que je cite ici, c'est la réflexion sur l'enseignement. Très peu, je pense, d'enseignants se posent la question, est-ce que ça a marché ? La classe est un vrai laboratoire durant lequel on n'est pas censé appliquer un programme, mais plutôt voir si ça a marché. Peut-être si on change un peu la méthode, ça ira mieux. Peut-être il faudrait plutôt encourager le travail collaboratif entre tout le monde. Nous, le travail collaboratif, on le traduit par tricher, ça n'a pas marché. Plutôt, encourager l'esprit d'équipe et le partenariat et tout ça, c'est des notions qu'une fois on accède au monde de travail, on se dit « Ah, il faut faire du team building ». Chacun est en train de travailler tout seul. Alors que si l'esprit de travail collaboratif commençait à l'école, tout pourrait être différent. Là, vous pouvez voir ici ce que j'appelle, moi, le mind mapping. Au lieu d'écrire d'une manière très linéaire, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des cercles, et des cercles, on pourrait avoir des mini-cercles, et puis c'est la manière avec laquelle on conçoit ce qu'on a appris.
Aussi, l'école nous a donné toutes ces informations. On est dans un monde qui est inondé d'informations. L'information est partout. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à la fac ou au lycée ou bien à l'école pour avoir des informations? Tout le monde les a aujourd'hui. On est dans l'ère de l'information. Mais plutôt, on a besoin de ces connexions. Et encore mieux si l'enfant arrive à avoir ses propres connexions, avoir sa propre compréhension des choses, et non pas de la manière avec laquelle souhaiterait la maîtresse quand on va dire, recrache tout ce qu'on a appris à la lettre. Et puis, on se retrouve à la fac avec des élèves et des étudiants qui n'ont pas beaucoup de capacité de synthèse. Ils n'ont pas appris à le faire. Ils ont appris à prendre par cœur, recracher tout ce qu'ils ont appris, et puis c'est tout. Comment peut-on par la suite dire qu'on est des jeunes, qu'on n'a pas de créativité et autres, si cette créativité n'a pas été encouragée? C'est maintenant, dans cette ère post-révolutionnaire, qu'on commence à voir toute forme d'expression, de créativité, d'innovation, qui me fait vraiment plaisir, parce que c'est comme si on a dépassé, on a cassé nos propres chaînes pour montrer à quel point on peut faire la différence. Comment ceci pourrait être possible concrètement? Et si on stimulait un peu les enfants, au lieu de leur dire « Ah non, c'est pas ça », si on arrête de stigmatiser un peu l'erreur, si on arrête de stigmatiser le bien et le mal, tout c'est faux, c'est hors sujet. Vous savez, très souvent, je dis à mes étudiants, si vous arrivez à m'en convaincre dans votre dissertation, et même si ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée, pour moi, c'est un récit qui est complètement acceptable. Et vous pouvez avoir la moyenne. On est tout pris par cette terreur et cette inhibition de pouvoir se tromper. Mais en se trompant, on peut être plus créatif, on peut inventer des choses, on peut être même différent des autres. Et la différence, oh, qu'elle est valorisée maintenant dans le monde. Encourager et encourager, encourager, et ça ne sera jamais assez. Si on arrive à avoir un environnement stimulant, si on arrive à avoir un safe environment dans lequel chacun pourrait donner tout ce qu'il a sans se sentir visé ou sans se sentir marginalisé dans sa classe, parce que ce n'est pas la réponse que la maîtresse attend, ce n'est pas la réponse que mon prof attend, et puis je préfère me taire. Donc encourager les enfants à... On est plein de créativité, on est créatifs et innovants. Les enfants perdent leur créativité tous les jours. Plus on avance dans notre système éducatif, plus on se rend compte qu'on perd de cette créativité-là. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est relative à ma fille, que j'adore, mais qui me donne hard times, qui très souvent, elle prend des cours de violon maintenant pendant 2 ans. On va au cours de violon, ils m'ont dit que c'est un instrument difficile et on ne fait qu'attendre que ça sorte quelque chose. Et puis finalement, elle a pu faire 1 ou 2 petites chansons au clair de la lune et à, vous dirais-je, maman, qui sont très très simples et basiques. Et bravo Lily, on est fiers de toi. Jusqu'au jour, pendant les vacances, on a un orgue à la maison et Lily commence à toucher un peu les notes. Elle touche, et puis on commençait à entendre de vraies chansons. On a commencé au début à apprendre Tahtel Yasmina Fellil, et on était un peu surpris. Waouh, tu es capable de faire ça toute seule? Et on l'a encouragée. Et puis un peu plus, on a entendu My Heart Will Go On, et Lily continuait. Et elle n'a pas cessé à chaque fois d'inventer et de faire une chanson entière au piano sans prendre un seul cours, ni une seule, on va dire, il faut faire ci ou il faut faire ça. Merci. Et en essayant d'analyser ceci, on a trouvé qu'elle était dans un environnement stress-free. Personne ne lui demandait si elle avait appris quelque chose ou si elle n'avait rien appris. Elle n'était pas redevable de donner les résultats de ce qu'elle faisait. Elle était tout simplement à l'aise. Et elle avait tout l'environnement propice autour d'elle pour pouvoir créer quelque chose. Et elle l'a fait. Et beaucoup d'enfants sont comme ça. Malheureusement, les parents sont pris par cette anxiété que mon enfant sera un loser. Mon enfant va échouer. Mon enfant ne va pas être un médecin. Mais autant être un artiste épanoui qui est conscient de lui-même, qui est un citoyen responsable, qu'être un médecin qui est à la limite schizophrène et qui a subi de longues années d'études qui n'ont rien donné. Quel serait meilleur dans cette société et dans cette économie qui change et qui bouge? Les besoins sont différents aujourd'hui, merci beaucoup. Mais surtout, il faut qu'on en soit conscient. Il faut commencer par notre petit périmètre et non pas dire « oui, l'éducation va changer ». L'éducation ne changera pas tant qu'on bombarde nos enfants avec les cours particuliers, tant quand on fait des enfants qui sont over-assisted, qui ont des maîtresses dans toutes les matières et qui n'ont pas la possibilité de s'explorer eux-mêmes ou de découvrir de quoi ils sont capables. Là, responsabiliser, et j'en reviens, parce que responsabiliser un enfant dans son apprentissage est très important. J'ai posé la question à mes étudiants de master en leur disant « mais qu'est-ce que vous voulez devenir ?» J'étais encore dans mon monologue et je parlais, et ils m'ont dit «
Personne ne pouvait répondre. Je leur ai dit, why you don't have high expectations? Et tous ceux, ils me regardaient comme ça pour me dire, de toutes les manières, on ne trouve pas un emploi. Je leur ai dit, mais vous pouvez l'essayer, c'est possible, vous pouvez le faire. Il faut tout simplement y croire. Et ils m'ont dit, non, il n'y a pas l'égalité des chances en Tunisie. Et on n'osera pas de toutes les manières aller au-delà de ce qui est déjà dessiné et de ce qui existe déjà. Alors que quand on grandit avec une idée de ce qu'on veut être, quand on est responsable par rapport à notre propre apprentissage, je suis sûre qu'on peut aller très loin dans le rêve et réaliser tout ce qu'on veut faire. Et là, j'essaye de parler un peu de la motivation, et la motivation qui commence à l'école, mais qui se poursuit même dans le monde du travail. Vous savez, c'est vrai qu'on a un taux de chômage de 17,5%, c'est-à-dire tout le reste est en train de travailler. Mais est-ce que vous avez une idée sur le pourcentage des employés démotivés et désengagés de leur travail? Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui vont au travail rien que pour pointer et passer de longues heures et pour revenir sans donner aucune valeur ajoutée, ni à l'économie, ni à leur entourage, ni à leur famille? Je pense qu'ils sont nombreux. Tout simplement, ils n'ont pas grandi avec cet engagement par rapport à ce qu'ils font, cette passion à faire bien les choses et à les réussir. On a appris à aller à l'école pour faire plaisir à notre entourage. Peut-être avoir le baccalauréat, peut-être avoir un diplôme, et peut-être devenir professeur. Et puis c'est tout. Et si on pouvait faire beaucoup plus d'autres choses, il y a plein de petites choses qui pourraient rapporter beaucoup plus d'argent, surtout si on les fait avec passion et avec amour. L'apprentissage et l'information, on peut la trouver partout. La valeur ajoutée viendra sur la personne et comment on peut porter nos rêves et comment on pourrait les concrétiser sur la terre ferme. Là, décentralisé, et là, ça, un peu de politique, parce que tout est centralisé dans le monde et non pas uniquement en Tunisie. Si on donnait un peu plus de liberté aux maîtresses qui connaissent mieux leurs élèves que le ministre de l'Éducation ou autre, si on leur donnait plus de liberté à engager les parents à connaître mieux ces enfants-là, à connaître mieux ces élèves qui seront de futurs gens créatifs, responsables et qui réussissent et qui sont capables de faire beaucoup sans qu'ils soient guidés et sans qu'ils doivent se tenir au bâton et aller jusqu'au bout comme exactement la maîtresse souhaiterait qu'ils soient. Et finalement, renforcer les capacités. Et par ça, je ne parle pas uniquement des enfants, mais même des maîtresses et des maîtres. Quand on a des maîtresses qui suivent exactement la même méthodologie et les mêmes programmes, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Croyez-moi, j'enseigne dans la même faculté où j'ai été étudiante. Et on utilise beaucoup des mêmes bouquins que j'ai même utilisés. Est-ce que c'est normal? On parle toujours d'une ère déjà désuète qui date de siècles et de siècles. Et on s'attend à moderniser l'éducation. C'est pour ça renforcer les capacités d'une manière continue des instituteurs, des enseignants et des enfants serait un grand atout pour être au moins à la page par rapport aux avancées de l'éducation, ce qui se passe dans le monde, les meilleures pratiques, et s'inspirer de tout ce qui est modèle qui réussit dans le monde. Je vais finir avec une une citation que j'aime bien et qui n'est pas connue. Ce n'est pas Descartes qui l'a dit ou ce n'est pas une personne très connue, c'est peut-être monsieur tout le monde comme nous tous ici. L'éducation doit créer une intelligence qui n'est pas simple instinct et qui n'est pas un désir ou bien quelques exigences mesquines, plutôt une intelligence qui fonctionnera dans ce monde et pour cette économie. Merci beaucoup.